Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à notre édition d'information de 19h. Voici les principaux titres. 15 sites d'accueil, 12 au Maroc et 3 en Europe pour l'opération d'accueil destinée aux Marocains résidant à l'étranger. De retour au Maroc pour les vacances estivales, des sites déjà opérationnels et une assistance permanente à bord des ferries. Assistance mise en place par la Fondation Mohamed V pour la solidarité, conformément aux très hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Bonne gouvernance et éthique, deux composantes du modèle de développement présenté le 25 mai dernier devant Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Il en constitue l'élément moteur. Pour nous en parler ce soir sur le plateau, Mohamed Ben Moussa, membre de la commission spéciale sur le modèle de développement. Et puis en sport, il sera question de boxe au féminin, les plus en plus nombreuses à enfiler les gants pour monter sur le ring. L'exemple nous vient de Marrakech où la boxe n'est plus une affaire d'hommes. On découvrira tout cela en fin de journée. L'exercice combiné maroco-américain African Line 2021 qui se déroule sur haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major des forces armées royales. Cet événement a été marqué aujourd'hui par un exercice de synthèse qui s'est déroulé au port maritime d'Agadir. Objectif, évaluer la réactivité de l'unité de secours et sauvetage des forces armées royales pour faire face à une situation de crise présentant des risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. L'opération a connu la participation d'une unité sénégalaise. Cet exercice a permis notamment d'évaluer les capacités opérationnelles et tactiques sur la réactivité, le déploiement, le redéploiement rapide, la capacité de reconnaissance et de détection ainsi que sur la capacité de décontamination d'un grand nombre de personnes infectées. L'opération Marhaba 2021 a démarré aujourd'hui. 15 sites d'accueil, 12 au Maroc et 3 en Europe sont déjà opérationnels et une assistance permanente à bord des ferries est mise en place par la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Un dispositif spécial d'accompagnement mis à la disposition des MRE conformément aux très hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Nissine El Hamdaoui. Les éléments de la Fondation Mohamed V pour la solidarité se déploient sur la gare maritime Tanger-Med Passagers. Le dispositif exceptionnel d'accueil des Marocains du monde se met en place. Les réunions des acteurs qui chapeautent l'opération se succèdent. Rien ne doit être laissé au hasard. Les Marocains qui regagneront le sol de leur pays seront pris en charge avant leur embarquement, pendant le voyage et à leur arrivée à bon port. Cette année, le staff médical et des assistantes sociales de la Fondation Mohamed V et également des médecins appartenant au ministère de la Santé et des officiers de police avec les officiers de douane seront à bord des navires pour accompagner les Marocains résidant à l'étranger dans leur traversée vers le Maroc. Pandémie oblige, l'accompagnement et l'accueil des Marocains résidant à l'étranger se feront dans le strict respect des mesures barrières. La Fondation, avec ses partenaires, continuera à mettre en place toutes les conditions nécessaires et les dispositifs essentiels pour lutter contre la pandémie Covid-19. Pour être au rendez-vous, la Fondation Mohamed V pour la solidarité sera active sur 15 espaces d'accueil, 12 au Maroc et 3 en Europe. Un à Gênes en Italie, un autre à Sète en France et le troisième sur le port de Marseille. Les ambassades et les consulats généraux du Maroc à l'étranger se mobilisent dans cette opération sur haute instruction royale. L'idée est de faciliter toutes les démarches consulaires et administratives à nos concitoyens marocains, mais aussi aux étrangers souhaitant visiter le royaume.
Nouvelles dispositions, y compris sur le plan tarifaire, pour faciliter et encourager le voyage des Marocains du monde depuis leur pays de résidence vers le Maroc, après les prix exceptionnels annoncés par la RAM et conformément aux très hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Du nouveau également concernant les lignes maritimes avec l'Europe, capacité de l'offre augmentée et révision des prix pour les voyageurs. Oumaïma Ramli avec Anis Aboumedi. Après près de 2 ans de fermeture des frontières suite à la pandémie, ce port accueillera dès les prochaines heures des ferries en provenance d'Europe. À bord, des Marocains impatients de fouler le sol de leur pays. Et justement, un dispositif exceptionnel est mis en place à leur service sur très haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Pour une famille de 4 personnes avec voiture, comptez 995 € pour les lignes long courrier et 450 € seulement pour les lignes moyen courrier. Pour être à la hauteur de ce grand rush, de nouvelles lignes s'ajouteront depuis le Portugal notamment. Des discussions sont actuellement en cours avec les autorités de ce pays voisin pour faire du port de Portimao un port d'embarquement. Pour ce qui est des ports déjà confirmés comme ceux de France et d'Italie, d'une capacité initiale de 20 000 passagers et 5 000 véhicules par semaine, des navires supplémentaires seront mobilisés pour les lignes Marseille-Tangemed et Gênes-Tangemed. Ainsi, la capacité totale s'élèvera à environ 48 000 passagers et plus de 15 000 véhicules par semaine, soit environ 650 000 passagers et 180 000 véhicules pour la période allant de ce 15 juin jusqu'au 15 septembre prochain. Et partout à travers le monde, les Marocains résidant à l'étranger ont hautement salué l'initiative de Sa Majesté le roi Mohammed VI, facilitant le retour au pays pour les vacances estivales qui s'annoncent, qualifiant l'initiative royale généreuse de nouvelle marque de la haute sollicitude royale sans cesse renouvelée à l'égard des citoyens en général et des Marocains du monde en particulier. Voici quelques témoignages. Nous avons accueilli avec grande joie la nouvelle des hautes instructions royales pour que toutes les dispositions nécessaires soient prises en faveur des Marocains du monde. Nous remercions Sa Majesté le roi pour l'amour qu'il nous porte, des sentiments qui sont partagés. Nous remercions du fond du cœur Sa Majesté le roi Mohammed VI. Nous sommes réellement habitués à être entourés de la haute sollicitude royale et à cette constante des initiatives royales en faveur des Marocains résidant à l'étranger. La décision de Sa Majesté, je trouve que c'est une très belle initiative, spécialement pour les étudiants et les familles nombreuses qui ne pouvaient pas vraiment se permettre ce voyage. Y compris moi, grâce à cette offre, j'ai pu me permettre un aller-retour sur le site de l'Arabe. J'ai 11 ans et j'habite à Bruxelles. Je voudrais remercier Sa Majesté le roi Mohammed VI, Nasrallah, car il a donné ses instructions pour baisser les prix d'avions, d'hôtels et de bateaux pour passer nos plus belles vacances au Maroc. C'est avec une immense joie que nous avons accueilli le communiqué du cabinet royal relatif aux très hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI à l'ensemble des intervenants dans le domaine du transport, qu'ils soient maritimes ou aériens, et à tous les acteurs du tourisme également pour se mobiliser au service des membres de la communauté marocaine à l'étranger, y compris en facilitant le retour au pays à des prix abordables. Bonjour, salam alaikum. Hatim Essabak, Fikri Taleh, artiste franco-marocain de Mantes-la-Jolie, en banlieue parisienne. Nous sommes très heureux de l'intervention de Sa Majesté, le roi Mohammed VI. Ce geste va permettre à des millions de Marocains de venir et de retrouver leurs familles, leurs proches et leur patrie. Allah, El-Watan, El-Malik. Nous ouvrons à présent notre dossier sur le nouveau modèle de développement. Tout d'abord, cette nouvelle rencontre de communication du président de la commission spéciale sur le modèle de développement, Chakib Ben Moussa, a présenté aujourd'hui à Rabat les conclusions du rapport général relatif au nouveau modèle de développement à un parterre d'ambassadeurs et de membres du corps diplomatique accrédité au Maroc. Une rencontre qui s'est tenue conformément aux hautes orientations royales visant à présenter le rapport de la manière la plus large possible, aussi bien au niveau national que régional.
Pour un éclairage averti à ce sujet, nous accueillons sur le plateau un membre de la commission spéciale sur le modèle de développement, Monsieur Mohamed Ben Moussa. Bonsoir, vous êtes économiste. Alors, en quoi la bonne gouvernance et l'éthique, ces deux composantes du modèle de développement, en constituent l'élément moteur? Bonsoir, merci. Ça sera ma première question. Bonsoir, merci de m'accueillir. Écoutez, la gouvernance, la bonne gouvernance et l'éthique sont absolument fondamentales dans le nouveau modèle de développement, parce que nous avons fait un état des lieux, un diagnostic qui a clairement montré que le modèle de développement actuel de notre pays avait atteint un certain nombre de résultats très probants, mais en même temps renfermait des limites, et qu'il y avait des dysfonctionnements, des insuffisances, et ces insuffisances, leur source, c'est justement le déficit de bonne gouvernance et d'éthique, si bien que nous avons constaté un climat délétère de défiance entre les uns et les autres, entre l'État et certains citoyens, entre les citoyens par rapport à leurs représentants dans le gouvernement, au Parlement, au niveau de certaines institutions, une défiance entre l'administration et les contribuables, l'administration fiscale et les contribuables, les agents économiques vis-à-vis des administrations publiques, la justice vis-à-vis des citoyens, certains citoyens vis-à-vis de l'administration de la justice, des problématiques de confiance et de défiance entre les citoyens eux-mêmes, entre les entreprises, les grandes entreprises vis-à-vis des petites, les institutions bancaires vis-à-vis des PME. Et donc, il fallait absolument sortir de ce climat général de défiance. Il y a un ressort qui s'est cassé, il faut le réparer. Et cela passe par la bonne gouvernance et l'éthique. Et de notre point de vue, la confiance, retrouver la confiance, sera la clé de succès du nouveau modèle de développement. Alors, le rapport général sur le nouveau modèle de développement liste 4 grands axes que vous résumez ainsi: économie diversifiée, capital humain renforcé, inclusion de tous et durabilité des territoires. Alors, que préconise le nouveau modèle pour booster donc ces axes à travers la bonne gouvernance? Alors, la bonne gouvernance sera à la base de tout. C'est elle qui permettra au nouveau modèle de développement une bonne application dans toutes ses dimensions, et notamment les grands axes stratégiques que vous venez de citer, les 4 grands axes stratégiques. Cette bonne gouvernance, ce respect de l'éthique, va permettre justement une mise en œuvre exhaustive, fidèle, vigilante du nouveau modèle de développement, avec le souci de la recherche de performance et de résultats. Et cette bonne gouvernance et ce respect de l'éthique va également permettre une mobilisation de toutes les forces vives de la nation pour la mise en œuvre du nouveau modèle de développement. Ça va permettre justement de construire cette intelligence collective dans la mise en œuvre, dans l'application. Et ça va faire en sorte que chacun a sa place, mais dans toute sa place et dans la plénitude de l'exercice de ses responsabilités, exerce sa mission, sa fonction dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau modèle de développement. Vous avez évidemment l'institution monarchique qui est garante des grands choix stratégiques et qui dicte les grandes orientations, les constantes de la nation sur le temps long. Vous avez également le pouvoir exécutif, le gouvernement, qui a la responsabilité de définir, de mettre en œuvre les politiques publiques dans le cadre des constances de la nation, dans le cadre des grandes orientations stratégiques du nouveau modèle de développement. Ce qui signifie que le gouvernement doit être homogène, doit être fort, doit être puissant, doit être caractérisé par un leadership à la tête du gouvernement. Et évidemment, il doit être au service de l'intérêt général, immunisé contre toutes les tentations de conflits d'intérêts ou de situations d'incompatibilité. Vous avez également le Parlement qui doit exercer la plénitude de ses fonctions dans le contrôle de l'action du gouvernement et dans la législation. Vous avez également les instances de bonne gouvernance qui doivent être indépendantes, qui doivent être outillées de moyens, d'un cadre juridique qui les autonomise et qui leur permet d'être effectifs dans leur mission et dans leurs fonctions. Et pour finir, vous avez les citoyens à travers la société civile qui doivent également être des acteurs dans la conception des politiques publiques au niveau des territoires et dans la mise en œuvre des politiques publiques. Alors, est-ce que la bonne gouvernance figure d'ailleurs sous forme d'actions ciblées ou transversales? Alors, comme la bonne gouvernance et l'éthique doivent être partout, évidemment, c'est d'abord à travers des actions transversales. Et ces actions transversales vont faire en sorte que toutes les parties prenantes y adhèrent et que toutes les parties prenantes agissent positivement, de façon dynamique à la mise en œuvre du nouveau modèle. C'est bien sûr les acteurs publics, le secteur public, c'est aussi le secteur privé et le tiers secteur. Et pour donner une représentation de cette transversalité de la bonne gouvernance et de l'éthique, nous avons proposé un cadre de cohérence, de confiance, de coordination qui repose sur 5 principes importants qui sont la justice pour tous,
une justice transparente, une justice indépendante qui refuse les zones grises et qui sécurise les citoyens, une moralisation de la vie publique, des instances de bonne gouvernance indépendantes et également une reddition des comptes, un accès à l'information pour permettre à tout le monde, toutes les forces vives de la nation, de vérifier la bonne gestion et la bonne exécution des politiques publiques. Enfin, une société civile dynamique, active, en capacitation, qui fait vivre la démocratie représentative et la démocratie participative. À côté de ces actions transversales, vous avez également des actions plus ciblées sur telle ou telle problématique des politiques publiques lorsque cela est justifié, avec des propositions concrètes, comme par exemple la nécessité de séparer le monde des affaires du business avec la responsabilité publique et gouvernementale, comme par exemple l'activation de la Commission nationale des infractions fiscales, comme par exemple le renforcement des prérogatives et du pouvoir d'action de l'instance centrale de prévention et de lutte contre la corruption, ou par exemple la création d'une agence nationale de régulation de l'énergie. C'est une condition préalable à la bonne gouvernance. Évidemment, c'est une condition préalable. Et de mon point de vue, il y a 4 conditions préalables à la mise en œuvre de la bonne gouvernance de l'éthique. D'abord, avoir des objectifs, des principes et un cadre général. Aujourd'hui, c'est chose faite avec le nouveau modèle de développement. Il y a 3 autres conditions préalables. D'abord, avoir une législation qui soit vraiment adaptée à la réalité du terrain et en conformité avec les standards internationaux. Il y a beaucoup de travail à faire dans ce domaine et c'est le pouvoir et c'est la responsabilité du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. La 3e condition préalable, ça sera l'avant-dernière, c'est avoir des instruments d'action indépendants, de mise en œuvre et qui vont veiller au respect de la réglementation. Enfin, il faut qu'il y ait des responsables, des femmes et des hommes qui sont parfaitement imprégnés de ces valeurs, de ces cultures, de bonne gouvernance, d'éthique et qui auront la charge des affaires de l'État. Mohamed Ben Moussa, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes économiste et membre de la commission spéciale sur le modèle de développement. Merci. Merci de m'avoir accueilli. Dossier du Sahara marocain, à présent à New York, aux Nations Unies, un très large soutien à l'intégrité territoriale et à la souveraineté du Maroc sur son Sahara a été réitéré par un grand nombre de pays devant le comité des 24 des Nations Unies. Soutien exprimé notamment par Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, la Dominique, Antigua et Barbuda et la Côte d'Ivoire. Et intervenant devant le comité des 24 des Nations Unies, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hillel, a expliqué que le développement socio-économique est un droit inaliénable au Sahara marocain. L'ambassadeur a informé les membres du comité qu'avec plus de 600 projets structurants, la stratégie de développement du Maroc dans son Sahara a fait des provinces du Sud un réel moteur de développement local, régional et continental. Ce développement comprend notamment des infrastructures routières, maritimes et sanitaires, pôle industriel, développement agricole et écotouristique, promotion de la recherche, de la formation d'une manière globale, du savoir, de projets de développement humain, le port atlantique d'Arla, les parcs éoliens, ainsi que la station de dessalement des eaux pour l'irrigation et le projet de voie express Tiznit-Layoun d'Arla. Le point à présent sur les chiffres de la campagne vaccinale. Le nombre de personnes ayant reçu la première dose du vaccin atteint 9 368 046 personnes. Celles complètement vaccinées sont au nombre de 7 520 331 personnes. Pour ce qui est des indicateurs épidémiologiques, on dénombre un total de 476 nouveaux cas enregistrés durant les dernières 24 heures. 354 nouvelles guérisons et 4 nouveaux décès. On parle sport à présent à Marrakech. La boxe n'est pas une affaire d'hommes, uniquement une affaire d'hommes. Mondialement connue chez les pratiquants de sport de combat et amis de grands champions, Chris Courbet-Alaoui ambitionne de promouvoir la boxe encore plus, notamment auprès de la junte féminine. Dans sa salle de sport, les femmes sont de plus en plus d'ailleurs nombreuses à enfiler les gants pour monter sur le ring. Khalid Chourman, Mu'tasim Billah al-Bouazaoui, Zakaria Mouqin Billah et Oumayma Rabli. Une nouvelle journée d'entraînement commence pour Chris Courbet-Alaoui. Cette séance, il coach une clientèle féminine. Quelques mouvements d'échauffement avant d'enchaîner les techniques sur le ring. Je veux développer la boxe féminine
et le sport en général au Maroc. Voilà. Après, je suis un athlète de haut niveau. J'ai été athlète de haut niveau. Je suis arrivé au Maroc. J'ai eu la chance de soulever le drapeau marocain 2 fois. En 2014 pour la ceinture WBC Méditerranée et en 2017 pour la ceinture WBF en tant qu'entraîneur, champion du monde. Après avoir fait carrière en Europe, Chris décide de s'installer à Marrakech. Franco-marocain, cet ancien champion de boxe profite de son expérience pour former des pratiquants et partager son savoir-faire. Nous voulons faire connaître la boxe davantage auprès du public. Nous avons des boxeurs d'un niveau professionnel. Les femmes peuvent s'adonner à ce sport pour pouvoir se défendre. En tout cas, c'est un sport comme tous les autres. Comme les autres sports. En plus de diffuser sa passion pour les sports de combat, Chris travaille avec de grands noms de ces disciplines. Badr Hari, Mohamed Jarraya, Zakaria Zougari, autant de champions qui sont passés par son club de sport dans la ville ocre. Voilà, c'est avec cette page consacrée au sport et à la boxe féminine que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 21h. Excellente soirée.